Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu hier par téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie. Selon le porte-parole de la présidence, le président de la République a affirmé le soutien total du Caire à Amman et aux dernières décisions prises par le roi Abdallah II en vue de sauvegarder la stabilité et la sécurité du royaume. Le roi hachémite a de son côté exprimé son appréciation pour le soutien continu de l'Égypte à la Jordanie, soulignant les fortes relations historiques reliant les deux pays. D'autre part, le chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid, accompagné de son homologue soudanais Mohamed Osman Al-Hussein, ont assisté aujourd'hui à la clôture de l'exercice aérien égypto-soudanais Noussour Al-Nil ou les Aigles du Nil. Les activités de cet exercice ont duré plusieurs jours au Soudan avec la participation d'éléments de l'armée de l'air et des forces spéciales des deux pays. L'exercice a montré le niveau de combat élevé des unités participantes. Sur un autre plan, les réunions tenues à Kinshasa depuis hier pour relancer les négociations sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance, suspendu pendant des mois, sont la dernière chance que les trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, doivent saisir pour parvenir à un accord sur le remplissage et le fonctionnement du barrage dans les prochains mois et pendant la saison de la crue du Nil. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le point avec Salih Hamed et Yara Choucha. Les réunions tenues à Kinshasa depuis hier pour relancer les négociations sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance, suspendues pendant des mois, sont la dernière chance que les trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, doivent saisir pour parvenir à un accord sur le remplissage et le fonctionnement du barrage dans les prochains mois et pendant la saison de la crue du Nil. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors de sa participation aux côtés du ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdel Ati, à ces réunions convoquées par le chef de l'État du Congo démocratique et président de l'UA, Félix Tshisekedi, dans l'objectif de trouver un accord juste, équilibré et contraignant, répondant aux intérêts conjoints des trois pays qui partagent le Nil bleu et préservant les droits de l'Égypte. M. Choukri a souhaité que ces réunions déboucheront sur le lancement d'un nouveau round de négociations efficaces et sérieuses en présence des partenaires internationaux pour en garantir le succès. L'Égypte a négocié pendant 10 ans avec une volonté politique sincère sur le barrage pour conclure un accord satisfaisant les objectifs de développement de l'Éthiopie et tenant compte des droits et intérêts des deux pays d'aval du Nil. L'Égypte tient à faire réussir ces discussions et à surmonter tous les points de divergence ayant surgi pendant les précédents rounds. Si toutes les parties ont une volonté politique et une bonne intention, nous pourrons trouver l'accord souhaité qui ferait la voie à de larges perspectives de coopération et d'intégration entre les pays et les peuples de la région, a insisté le ministre des Affaires étrangères.
Samedi dernier, l'Égypte a témoigné d'un événement exceptionnel, magnifique, tel le transfert de 22 momies des rois et des reines pharaoniques du Nouvel Empire, c'est-à-dire entre 17e et 20e dynastie de l'époque pharaonique, du musée du Caire qui se trouve au centre-ville à la place El Tahrir, au musée de la civilisation qui se trouve au Vieux Caire à El Fostot. Là, c'était une parade royale magnifique dont toutes les agences de presse en ont parlé. De toute façon, on va parler en détail de ce qui s'est passé, de l'intérêt de ce transfert, de l'importance de ces rois et de ces reines, avec notre invité ce soir que nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio, Monsieur Mohamed Ould. Vous êtes égyptologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de commencer, on va vous présenter un petit reportage qui parle de ce sujet. Mais voilà, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, et de Madame la ministre de la Culture, Inès Abdeldaïm. Le chef de l'État s'est félicité de la visite de la directrice générale de l'UNESCO dans le cadre de sa participation à la cérémonie de la parade des momies royales, louant le soutien continu de l'UNESCO au niveau international et régional au secteur de l'éducation, de la culture et de la science, ainsi que ses efforts pour protéger les antiquités et le patrimoine en Égypte et dans le monde. Reportage signé Saïd Hamed et Yara Choucha, et puis on va discuter de ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, et de Madame la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm. Le chef de l'État s'est félicité de la visite de la directrice générale de l'UNESCO en Égypte dans le cadre de sa participation à la cérémonie de la parade des momies royales, louant le soutien continu de l'UNESCO au niveau international et régional au secteur de l'éducation, de la culture et de la science, ainsi que ses efforts pour protéger les antiquités et le patrimoine en Égypte et dans le monde. Le président el-Sisi a également souligné l'importance attachée par l'État à renforcer les relations de coopération avec l'UNESCO, selon le partenariat qui s'est prolongé pour plusieurs décennies entre les deux parties. Tout en mentionnant les efforts égyptiens déployés ces dernières années afin de réaliser un grand saut qualitatif dans la mise en valeur et la préservation du riche patrimoine et de la civilisation égyptienne. Ceci a eu lieu à travers le développement des musées et la création d'une nouvelle série d'entre eux au niveau de la République, ainsi que la restauration de l'efficacité des destinations touristiques. Le président el-Sisi a affirmé que les mesures exécutives de l'État suivent une voie équilibrée entre les efforts de développement et la préservation de la valeur et de l'intégrité des sites archéologiques uniques, y compris le développement de toutes les zones historiques du Caire, de sorte que la capitale de l'Égypte devienne un musée ouvert qui reflète l'éternité des civilisations égyptiennes anciennes et contemporaines. Madame Azoulay a pour sa part exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, affirmant son appréciation pour le défilé mondial de la parade des momies royales qui a envoyé un message au monde entier en présentant le riche patrimoine de l'Égypte à différents âges. Cet événement a également incarné l'effort et le grand soutien fourni par l'Égypte sous la direction du président el-Sisi, visant à préserver le patrimoine culturel et archéologique de l'Égypte et le présenter à l'humanité en tant qu'une partie intégrante du patrimoine mondial et une phare civilisationnelle pour le monde entier. La directrice générale de l'UNESCO a également exprimé l'aspiration de l'organisation à poursuivre et à améliorer sa coopération avec l'Égypte, ayant une longue histoire ensemble, surtout dans le domaine de la sauvegarde des antiquités égyptiennes dans la région de Nubie au milieu de la dernière siècle, ce qui a représenté un modèle de coopération que l'UNESCO chérit comme une expérience unique dans l'histoire de l'activité de l'organisation.
Alors, Monsieur Mohamed Oud, je rappelle que vous êtes égyptologue. Alors, la question générale, en tant qu'égyptologue, en tant que fan et amoureux de l'histoire égyptienne, comment vous avez vu cette parade et vos sentiments? Monsieur Achraf, imaginez après un an, sans travail, sans touristes, sans rien du tout. Et tout de suite, du coronavirus, à cause du coronavirus, bien sûr, l'événement toujours mondial, tous les manques de touristes, le manque de déplacement des gens, il y a une grande difficulté de se déplacer d'un pays à l'autre, même en Europe, entre les Européens l'un à l'autre et tout ça, leur pays. Imaginez, nous, les Égyptiens, spécialement les guides, les égyptologues, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui adorent l'Égypte, bien sûr, qui se trouvent presque sans travail, et tout de suite, il ouvre devant nous une porte sur 22 momies qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas un endroit normal, c'est un ancien musée, le plus ancien musée du monde entier, vers un autre. Ça va être le plus nouveau, on peut dire, en Égypte ici. Et en plus, vraiment, ça nous rappelle sur l'histoire et les 22 rois. On a 4 reines et les autres sont des rois. Mais quand même, c'est vraiment quelque chose qui nous donne, on peut dire, une charge d'amour et une charge qu'on est toujours égyptien, qu'on adore l'Égypte, on adore notre travail, notre métier. On est vraiment égyptien. Ça, c'est vraiment quelque chose, un mot sacré chez nous. On est égyptien. Bien sûr. On est fiers de l'être. Fiers d'être égyptiens. Fiers de nos ancêtres, bien sûr, qui ont bâti la civilisation. Spécialement et nous, l'histoire. les gens qui travaillent dans le tourisme, quand on se retrouve dans ça, vraiment, c'est vraiment quelque les gens chose... qui ont étudié, qui connaissent l'histoire bien. Oui. Et comment s'est sortie cette parade-là, et comment le déplacement, la préparation, 4 ans de préparation, c'est pas quelque chose normal. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous, on peut dire, ça nous donne une souffle de vie encore une fois pour nous et notre métier encore une fois, et ça recommence. J'aimerais bien avoir encore d'autres, on peut dire, des événements jusqu'à le mois d'octobre au moins, quand on termine de vacciner le monde entier et tout ça, ça reprend encore une fois, j'espère, moi aussi. Donc, comme ça, on peut avoir facilement le retour du tourisme ici en Égypte. Et cet événement-là, cette parade-là, ça fait comme une cloche pour le monde entier. Et n'oubliez pas l'Égypte. On est toujours là, on a des événements, on fait des placements, on fait des préparations des autres musées pour vous. Et avantageux encore pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là, au lieu de passer 2-3 jours au Caire, maintenant on a encore d'autres choses à faire. On peut placer 4 jours et 5 jours de visite au Caire facilement parce qu'on a encore d'autres places pas encore vues, pas encore visitées par les touristes qui viennent en Égypte. Là, on a déplacé les 22 momies dans le musée de la civilisation à El Fostat. Il y a le musée initial qui est à la place El Tahrir. Il y a le grand musée qui va être inauguré bientôt, qui est au pied des pyramides. Qu'est-ce qu'il y aura dans chaque musée? Musée du El Tahrir, c'est toujours le plus ancien. Il va rester toujours avec pas mal de trésors. N'oubliez pas que encore dans les coffres, milliers de pièces, pas encore exposées. Donc on va trouver encore d'autres espaces pour exposer toutes ces pièces-là. Musée des civilisations, c'est quelque chose unique. C'est un cas des musées uniques sur le monde entier. On peut le trouver plusieurs musées de civilisation. Il ne parle pas seulement sur une époque ou par exemple une civilisation, par exemple la période pharaonique ou islamique. Non, c'est quelque chose, on peut dire, qui groupe toute l'histoire de l'Égypte, tout ce qui est historique ici en Égypte, sur le même salle. D'accord? Dans le même salle, on trouve voilà, des différents. Donc, quand on balade, c'est 2000 mètres carrés, l'exposé, la salle d'exposé, c'est vraiment quelque chose d'immense. Donc, ils ont fait, et n'oubliez pas toujours, pendant cette ouverture-là, le grand guide, le grand maître, le grand... je n'aime pas dire le ministre, il est vraiment professeur Khaled El Anani. Il a fait un exemple vraiment réel devant nous, tout le monde, comment on peut expliquer le musée dans un quart d'heure. C'est vraiment quelque chose de superbe.
On a suivi vraiment toute voilà, l'histoire il a fait égyptienne depuis voilà, il a spoté sur la préhistoire pharaonique, romaine, etc., Voilà. etc., jusqu'à arriver à nos jours. Oui, exactement, jusqu'à l'époque royale, de la famille royale, les successeurs de Mohamed Ali et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose, un type des musées, vraiment, on a besoin en Égypte. Et ça donne un préfet, on peut dire, historique sur l'Égypte, l'histoire de l'Égypte tout entier. Vous avez la période pharaonique avec les vêtements, avec les tenues, avec leur armée, avec quelques statues, quelques pièces de momification, tout ça. Et après, il saute sur l'époque byzantin, romain, et après l'époque chrétienne, l'époque musulmane, tout ça, c'est vraiment quelque chose de superbe. Jusqu'à la famille de Mohamed Ali, et quelques pièces de monnaie, les vêtements, les armes et tout ça. C'est vraiment, vraiment, on peut dire, tour bien concentré sur l'histoire totale de l'Égypte. Oui, sans oublier un endroit très important, c'est sous-sol. Sous-sol. Ça, c'est pas encore. Oui, ça, c'est pas encore. Et voilà, dans 2 semaines, ça va être ouvert devant tout le monde. Il manque maintenant, vous n'avez pas parlé du grand musée, qui sera la plus grande musée, la plus grande musée du monde entier. Ça, c'est concentré, ça va être la plus grande, pas seulement sur la superficie, mais en plus, pour un seul genre d'art, ou on peut dire un seul genre d'histoire. C'est la période pharaonique. Peut-être, ouais. Pas plus. Il n'y a pas, par exemple, de style romain, il n'y a pas quelque chose de romain. Non, que pour la période pharaonique dans l'histoire égyptienne. Ça, c'est vraiment, ça va être quelque chose... C'est-à-dire de quelle année avant Jésus-Christ jusqu'à quelle année? On peut dire, par exemple, de l'année 3000 avant Jésus jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand, par exemple, le maximum, ça va être la période pharaonique, l'année 330 avant Jésus, toujours. D'accord, c'est-à-dire à peu près une période de 3000 ans un tout petit peu moins exposée dans ce grand... Voilà. Ouais. Et c'est la chance, en plus, de bien présenter quelque chose unique encore en Égypte. Pour le plus grand musée, c'est le trésor de Toutankhamon. Quand il était coincé ou mis en scène ou présenté dans la plus ancien musée Al-Tahrir, ils ont mis quelques pièces. Par rapport à 5600 et quelques pièces, le total de trésor de Toutankhamon, donc ils ont mis en scène presque rien. Ils ont présenté presque même pas 1000 pièces de trésor de Toutankhamon. Les autres, bien sûr, cachés. Maintenant, on a l'espace, on a la chance de présenter tout. Donc c'est vraiment quelque chose unique et ça va être, on peut dire, la direction ou la destination numéro 1 ou l'endroit numéro 1 à visiter ici en Égypte à côté des pyramides. Ah, surtout que c'est juste, juste en face des pyramides. Et ça, il va changer complètement le type et le style de travail et les journées de visite devant les touristes. Oui. Normalement, ils font une journée pyramide, musée, par exemple, une autre journée, le centre-ville. Non. Comme ça, il faut vraiment présenter devant les touristes maintenant quelque chose de nouveauté. Au lieu de visiter toujours le ancien type de visite, journée pyramide, Saqqara, je ne sais pas quoi, et après la journée... Non. Maintenant, vous avez encore d'autres variétés, d'autres endroits. Maintenant, on est obligé de visiter la plus grande musée du monde entier, plus les pyramides en même temps, en même jour, en même cas. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut renouveler encore une fois ce métier-là ou ce commerce-là, le tourisme. Normalement, on visitait, ou bien on consacrait 2 journées pour la visite du Caire. Là maintenant, on peut facilement 4 ou 5 jours pour faire le Caire. Au moins 3 jours, comme ça va être, on peut dire, ça peut aller. 3 jours de visite, ça peut aller devant un touriste. En parlant du grand musée, alors j'ai eu l'honneur d'accompagner la statue de Ramsès II quand on l'a transférée du musée du Caire jusqu'au musée. Alors là-bas, c'est vraiment magnifique. C'est grandiose. Voilà. C'est grandiose. Ouais. Et il est en train maintenant de terminer, comme le ministre Dr Khaled Al-Aini l'a annoncé, il est en train de terminer maintenant, presque exposer la plupart des pièces et tout ça. Ils ont presque vidé tout, fait sortir toutes les pièces qui cherchent de se déplacer de la plus ancienne musée vers la plus grande. Donc on va voir encore. Je vais vous interrompre parce que c'est l'heure de l'appel à la prière.
Voilà, nous poursuivons notre discussion concernant la parade des momies royales ou la parade royale. Vous avez expliqué les 3 musées qui seront sur le Caire, les 3 musées de civilisation qui seront sur le Caire. Là, vous avez bien sûr suivi la parade. Ouais. L'essentiel, déjà en tant qu'Égyptien, on a senti vraiment la fierté, etc. Mais l'essentiel d'une journée pareille, c'est d'attirer le tourisme pour faire marcher l'économie, le tourisme, les gens comme vous, que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé à cause du coronavirus. Avant ça, c'était à cause de la révolution égyptienne, etc. Quelques attentats. Oui. Comment vous pouvez évaluer l'effet, l'influence de cette parade sur le tourisme égyptien qui est prévu juste après le coronavirus? Très bien. Chez nous, ici en Égypte, c'est la première fois. J'ai la chance, bien sûr, d'être présent pendant cette période-là. Pour déplacer ce nombre-là des momies, tout ça, d'un endroit à l'autre, c'est jamais passé. Seulement quelques momies, il était toujours déplacé vers l'étranger pour analyser, pour présenter ou quelque chose comme ça. Et quand ils retournent, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été retournée, quand est-ce qu'ils ont mis dans le coffre encore une fois, ou qu'est-ce qu'ils ont fait avec, on ne sait rien de tout. Mais c'était la première fois en Égypte qu'ils spotent sur événement ou quelque chose. C'est la première fois. Imaginez, voilà, les momies, ou n'importe quelle pièce égyptienne, on n'a jamais vu ça. Surtout les médias sociaux. Voilà. Il y a toutes donc pour nous, les Égyptiens, qui ont parlé. Bien les quatre femmes. Non, ils ont parlé des cheveux. Ah oui. Exactement, de la Renti. Voilà. La Renti, c'est très connu toujours. C'est une propagande incroyable. Voilà, la femme de Amenophis II et la maman d'Akhenaton et la belle-mère de Toutankhamon. Donc le monde entier, il a commencé de parler, il a commencé de faire une arbre de famille, comment la Renti et la maman d'Akhenaton, et qu'est-ce qu'elle a fait Akhenaton. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'était la première fois dans le monde entier qu'on commence de parler comme ça, en même temps, tous en même temps, sur le même événement et sur le même personne. Les rois égyptiens qui font le parade spécial, royal, d'un endroit à l'autre. C'est vraiment quelque chose unique. Il ne faut pas oublier ça. Pour nous, les Égyptiens, c'est la première fois. C'est superbe, très bien présenté. Avant, ils ont déjà parlé plusieurs fois sur le déplacement, comment ça se passe, les voitures, qu'est-ce qu'on met. Et après, pour les gens qui cherchent toujours de mettre le feu comme ça un tout petit peu, non, n'aie pas peur pour le déplacement. Les momies, bien sûr, c'est bien mis dans des capsules en nitrogène. Donc, ils ont présenté, et c'est la première fois toujours qu'ils représentent devant tout le monde comment on a réussi de déplacer, comment ça va être déplacé. Comme ça, on se calme. On regarde, on présente la présence de tout ça, donc on fait attention, voilà, c'est bien fait, c'est bien organisé. C'est la première fois qu'il mit l'Égyptien sur tous les détails, ou présente devant tout le monde tous les détails. Les voitures, c'est mis où, c'est fabriqué où, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les momies, comment ça va être déplacé, et après les déplacements, ça va être mis dans des chambres en nitrogène pour faire tata, et 2 jours après, ça va être... Ça, c'est quelque chose, c'est la première fois que l'Égyptien, même les gens qui ne sont pas experts ou ce n'est pas leur métier, ils savent tous les détails. Oui, ils sont intéressés pour savoir. Voilà. N'oublions pas la perfection des habits, soit des femmes, des hommes, les bijoux, c'est magnifique. Les présentations toujours des gens qui sont participés, leur façon d'être présentés, même les chanteuses qui ont fait des petites chansons comme ça en arabe ou en langue égyptienne ancienne, ils ont fait tout ça, les animatrices de télévision, toujours comment étaient présentées devant les temples, les façades des temples et tout ça. Ce qui m'a manqué vraiment, le temple d'Abou Simbel, la façade du temple d'Abou Simbel. On a beaucoup raté, même devant le monde entier, de présenter tout de suite comme ça, flashé sur la façade éclairée du temple d'Abou Simbel. Mais il faut dire quand même que l'Égypte possède une richesse incroyable de temples, etc. On peut pas beaucoup de valeurs, voilà. Sûrement. Et en plus, c'est musée de la civilisation où on présente beaucoup de choses, d'accord, dedans. Oui, je sais bien qu'on déplace
22 momies de période pharaonique. Oui, la plupart des monuments où on va présenter tous ces gens-là, où c'est toujours des parties pharaoniques, mais quand même, il est où le temple de Karnak, par exemple? La façade du temple de Karnak. Mais comme je viens de vous dire, où est la tombe de Néfertari? Ou par exemple, la façade du temple de Luxor, voilà. La façade du temple de Luxor avec la deuxième obélisque. De toute façon, je crois que c'était une propagande incroyable pour le tourisme égyptien. Je crois qu'avec la fin de cette épidémie ou cette pandémie, il y aura un afflux de touristes en Égypte. Inch'Allah. Bienvenue. Voilà. J'espère. Je vais passer à un autre sujet. C'est concernant un autre travail pharaonique qui s'est passé la semaine dernière. C'est le sauvetage d'un grand navire, l'un des plus grands navires au monde, qui pèse plus de 223 000 tonnes et qui s'est bloqué dans le canal de Suez. Et c'est grâce aux mains des Égyptiens, des pharaons, les fils des pharaons maintenant, qui l'ont débloqué et ont terminé le sauvetage. Voilà, les Égyptiens ont réussi à mettre fin à la crise du porte-container Ever Given qui s'est échoué dans le canal de Suez. Malgré l'énorme complexité technique qui a entouré ce processus. Le géant navire de 400 mètres de long battant pavillon panaméen s'était échoué mardi 23 mars dans le canal de Suez, bloquant le trafic maritime pendant 6 jours sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Voilà un reportage signé Salih Hamed et Yara Choucha et on va faire un petit commentaire sur cet événement. Le canal de Suez, long de quelques 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts. En 2020, près de 19 000 navires ont emprunté le canal qui constitue une source essentielle de revenus pour l'Égypte, à laquelle il a rapporté 5,61 milliards de dollars l'année dernière. Alors qu'un porte-conteneur géant était bloqué en travers du canal, les conséquences économiques d'un tel incident pourraient être considérables si la situation venait à durer. Ces conséquences pour les pays importateurs, exportateurs, mais aussi pour l'Égypte qui tire des revenus colossaux de l'exploitation de cette route commerciale. Un cargo s'échoue et c'est tout le commerce maritime international qui prend du plomb dans l'aile. L'autorité égyptienne du canal de Suez a annoncé que le trafic maritime était temporairement suspendu jusqu'à la remise à flot du cargo. Des dizaines de navires attendent aux deux extrémités du canal et dans la zone d'attente située au milieu. Cette voie maritime, longue de 193 km, voit passer 1,1 milliard de tonnes de marchandises par an, soit 10% du commerce maritime mondial. Route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie, son blocage pourrait porter un coût considérable aux approvisionnements dans les jours, voire dans les semaines à venir. L'incident a entraîné d'importants retards de livraison de pétrole et autres produits commerciaux. La nouvelle a même fait bondir les cours du pétrole de 5%. Les conséquences économiques découlant du blocage du canal de Suez rappellent l'importance stratégique d'un tel passage. Si l'on ne peut le traverser, quelle alternative s'offre au commerce international ? C'est le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud du continent africain, qui semble le plus évident, mais avec une semaine supplémentaire et une consommation de pétrole en plus. Les recettes engrangées par le canal de Suez représentant la deuxième source de richesse du pays, avec 5,5 milliards de dollars par an. C'est la deuxième recette derrière le tourisme. Monsieur Mohamed Oud, je rappelle que vous êtes guide égyptologue. Là, la crise du canal de Suez, ce qui s'est passé au canal de Suez, a montré l'importance de ce canal mondialement, économiquement. Ça a influencé l'économie mondiale en général, ça a influencé les bourses internationales, non seulement égyptiennes, etc. Le prix du pétrole même. En tant qu'égyptologue, et vous expliquez tout ce qui se passe en Égypte en détail, alors
Quelle est l'importance vraiment du canal de Suez? Quand vous parlez du canal de Suez, qu'est-ce que vous présentez exactement? Quand on parle sur le canal de Suez, vraiment, c'est depuis la nationalisation du canal de Suez à l'époque de Nasser, à l'année 56, l'Égypte a réussi de toucher vraiment l'intérêt du canal. Avant, elle était sous le main toujours des Français, les Anglais, tout ça, ils dirigent le canal et tout ça. Mais après la nationalisation du canal de Suez, Nasser a réussi de diriger le canal de Suez. Donc l'Égyptien, pour la première fois, il se trouve devant quelque chose unique sur le monde entier. Canal, 290 km de long, qui, on peut dire, diriger ou amener ou la porte devant le transport entre l'Asie et l'Europe tout entier. Voilà, on commence. Et l'Afrique? Et l'Afrique, bien sûr, mais de l'Afrique vers l'Europe ou l'Europe vers l'Afrique ou de l'Asie vers l'Europe, tout ça, c'est vraiment quelque chose unique pour l'Égyptien. Et comme je l'ai expliqué pendant le sujet avant, c'est la première fois que nous, l'Égyptiens, qu'on touche ou on voit le déplacement des momies et tout ça, c'est la première fois sur le canal de Suez qu'une porte-conteneur de cette dimension-là, ils ont dit 4 fois terrain de foot, 400 mètres de long, qui échouait sur le canal de Suez d'une façon comme ça. Et ils ont déjà présenté bateau de 30 degrés, coincé entre deux bords. C'est vraiment quelque chose unique. Et quand l'Égyptien réussit seul, sans l'aide, beaucoup des pays, ils ont demandé toujours l'aide, allez, on va vous envoyer, on va demander, voilà. Et le monde entier, ils ont dit, ça va rester au moins 2-3 mois. Il faut vider le porteur, le bateau, tout ça. Chacun, il a donné ses idées. Même les petits-enfants dans les écoles, en Europe, on a déjà vu quelques petits films comme ça. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Mais ça veut dire que tout le monde suivait les travaux de sauvetage, s'intéressait au canal de Suez. Voilà d'où vient l'importance. Alors ma question, c'est que quelle est vraiment l'importance de ce canal? Est-ce que vraiment c'est vital pour le monde entier? 13% de la commerce maritime passe à travers le canal de Suez. Ça, c'est un chiffre d'affaires vraiment énorme. Le pétrole, le gaz naturel liquidé, qui vient toujours du monde arabe tout entier, du pays du Golfe, vers l'Europe. Imaginez, il passe comment? Il passe à travers le canal de Suez. Quand vous bloquez, pas vous, l'Égyptien, mais quand même un accident qui cause bloquer le canal de Suez. Donc l'Europe tout entier, c'est le grand stress. Le manque du pétrole, le manque de gaz naturel, le manque de nourriture, le manque de matières premières qui viennent de Chine vers leur usine. Donc c'est vraiment mortel pour eux. Et en plus, c'est un accident qui passe comme ça. On ne sait pas quand. Donc c'est pour se préparer avant, c'est pas facile. Bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est la première fois, bateau de cette dimension-là, échoué. C'est pas le premier accident, bien sûr, dans le canal de Suez, mais en cette catastrophe, on peut dire, voilà, c'est la première fois. Voilà. Là, est-ce que ça a donné quand même à jeter la lumière sur le canal de Suez et la zone industrielle du canal de Suez que l'Égypte est en train d'établir dans cette zone? Est-ce que ça va, comment on dit, encourager les autres pays de venir pour investir dans cette zone? Vraiment, cette zone-là, ils ont annoncé beaucoup d'industries, spécialement les industries toujours de transit entre des pays et tout ça. Toujours si on a besoin de réparation du bateau qui passe et tout ça, c'est vraiment cette zone. Je pense que c'est pas... Et en plus, ça aide un tout petit peu pour les pays qui cherchent on peut dire, fabriquer ou utiliser les usines et les main-d'œuvre chinois ou asiatiques. Voilà, au lieu d'aller tout ça, en cas où, voilà, en Égypte, on a une autre zone industrielle, d'accord, si vous voulez fabriquer n'importe quel produit, voilà, c'est plus proche de l'Europe et on peut se déplacer facilement, pas seulement à travers la porte maritime du canal de Suez, mais quand même on peut le transporter avec n'importe quel moyen facilement, ça va être le plus proche de l'Europe et tout ça, et en plus, même en bateau, c'est moins, on peut dire la distance, donc ça va être moins cher pour le déplacer, pour tout ça. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je pense que le canal de Suez, quand on a un projet, n'importe lequel, n'importe où, et il passe toujours rythmé, sans problème, sans rien du tout, le monde entier, ils ne font pas attention. Et tout de suite, un tout petit accident, tout le monde, voilà, l'Égypte, canal de Suez, voilà, ils commencent de parler
Comment on peut résoudre tous ces problèmes après? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider l'Égypte de ne pas faire ou avoir le même problème avant ou après, pardon. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça en cas où, si ça passe par exemple, on a d'autres bateaux par exemple de même dimension. Maintenant, il y a des porteurs de conteneurs, c'est vraiment quelque chose immense. Hein. Géant, oui. Ah oui, géant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a d'autres bateaux. Voilà. Si l'Égypte a besoin d'aide maintenant pour élargir encore une fois, parce que si vous vous rappelez par exemple, quand le président Sisi, quand il a annoncé qu'il va faire doubler le canal de Suez et il va creuser un autre canal, tout ça. Là, il y a quelques-uns comme ça qui ont dit, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ça? Mais maintenant, voilà, attention. Il a bien fait quelque chose de... Même si on bloque un des entrées, par exemple, il y a l'autre qui passe sans problème. Oui, on a eu des grandes accumulations de bateaux, par exemple, sur le côté de Suez, mais sur le côté de Port Saïd, par exemple, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand danger. Mais quand même, on peut réussir facilement, au lieu de faire une partie seulement doublée, non, il faut faire une deuxième. Pourquoi on ne fait pas une deuxième? Ça donne encore, ou ça spot encore sur le grand projet qu'il est en train de préparer maintenant entre les ports de la mer Rouge jusqu'à Méditerranée. Il cherche de faire un chemin de fer électrique de grande vitesse et tout ça. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui donne l'intérêt pour les gens normaux même. Ce n'est pas les gens qui travaillent dans le... Oui, voilà. Voilà, attention. Votre président, votre société, les sociétés ici en Égypte, ils pensent bien qu'en cas où, voilà, on a quelque chose encore, on peut le faire, on a un autre projet encore, on a d'autres systèmes, on peut supporter tout ça, on peut utiliser un autre système, comme ça va être vraiment une signe devant tout le monde que l'État égyptien, il avance avec des pas bien contrôlés, voilà. Bien étudiés. Bien voilà. étudiés, voilà. Alors, durant toute une semaine, l'Égypte a témoigné de 2 événements qui a attiré l'attention de tout le monde vers l'Égypte. Toutes les news, toutes les agences de presse ne parlaient que de l'Égypte. Voilà, imaginez le mercredi matin, toutes les chaînes de télévision en Europe, aux États-Unis, n'importe où, le titre numéro 1 chez eux, au canal de Suez, bloqué. Et lundi, alors, le canal de Suez débloqué. Samedi, alors, c'est la parade royale des momies. Alors voilà, l'Égypte est le centre d'intérêt de tout le monde. Et on attend encore d'autres événements toujours sur mon domaine, toujours le tourisme encore, les recherches à Saqqara et tout ça. On a besoin toujours d'autres, on peut dire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé encore à Saqqara toujours? On attend. Découvertes. Les découvertes toujours là-bas. De toute façon, le ministre Khaled El-Anem, il ne fait que ça depuis que il a... Ils ont annoncé qu'il y a encore de nouveautés, donc il faut présenter tout ça. Et il me reste, moi, comme guide, par exemple, comme le retour des touristes. C'est pas ça seulement, mais je trouve que l'annonce, quand on va lancer l'ouverture de la plus grande musée du monde entier. On l'attend tous. Comme ça, je suis chanceux, vraiment chanceux d'avoir pendant ma vie des événements comme ça. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes guide égyptologue. Je vous remercie pour tous ces commentaires, concernant soit la parade royale des momies, soit le canal de Suez et le déblocage du canal. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se donne un rendez-vous demain à la même heure.